Deux petits mots pour me présenter, je vous disais. Je m'appelle Olivier, j'ai deux métiers. Mon premier métier, c'est mon métier d'ergonome. En tant qu'ergonome, je m'occupe de ce qui se passe à l'extérieur de votre corps qui peut avoir un impact sur votre santé. Pardon. À côté de ça, j'ai une formation paramédicale qui me permet, d'une part, de soigner les gens qui vont pas bien, ce que l'ergonome ne peut pas faire. D'autre part, de m'attaquer pas seulement à ce qui est à l'extérieur de votre corps, mais également à vos habitudes, à votre comportement, c'est-à-dire à ce que vous faites avec vos muscles et vos articulations. Ces deux casquettes-là, je les mets ensemble pour essayer de comprendre un petit peu la charge globale sur votre corps et ainsi vous aider à soit prévenir, soit traiter les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Tout ça, ce que je vous raconte là, c'est détaillé plus en détail, notamment dans le livre que vous voyez là. Les vidéos qui sont un programme de rééducation posturale sont à disposition du public sans aucun problème, soit sur YouTube, soit sur Tutoring de Posture. Donc ça, vous avez accès en tout temps. On va donc parler de télétravail et de troubles musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques, c'est un mot compliqué pour parler de maux d'épaule qui ne sont pas dus à des accidents. C'est-à-dire que c'est des troubles cumulatifs, des troubles qui viennent petit à petit, exactement comme un verre déborde petit à petit. Finalement, le principe du verre, c'est quoi? C'est qu'il ne se passe rien jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Vous voyez? Les conséquences des troubles musculo-squelettiques, elles sont en haut à droite. Vous pouvez juste bloquer vos micros les uns les autres, comme ça l'enregistrement reste aussi clean. Donc, en haut à droite, là, vous avez des exemples de troubles musculo-squelettiques. Il y en a des dizaines comme ça, hein. Mais c'est souvent les gens qui bossent derrière ordinateur reconnaissent cela. Les statistiques officielles disent que 85% de la population active a mal quelque part tous les ans, ce qui est déjà énorme. Chez mes clients, on est au-dessus de 90%. Et donc, si vous voulez, finalement, si je reviens sur la partie gauche du slide, qui est cette histoire de verre, vous voyez que le verre va déborder si vous mettez dans le verre plus que vous ne sortez du verre. Hein, si le robinet coule plus fort que la paille, le niveau monte et un jour ou l'autre, ça déborde. Donc, notre première action, ça doit être de maîtriser l'ouverture du robinet. Et pour ça, il faut se poser la question de, OK, il y a quoi derrière le robinet? Derrière le robinet, il y a 4 facteurs. Il y a la combinaison chaque seconde, chaque jour, chaque semaine de ce que vous faites, dans quelle posture, pendant combien de temps, dans quel état psychologique. L'état psychologique que j'ai résumé par stress, mais c'est vraiment état psychologique au sens d'anxiété, au sens de perfectionnisme, au sens de tout ça, c'est souvent, si vous voulez, la rencontre d'une situation stressante avec une personnalité. Donc, si vous voulez réduire le stress, les deux solutions sont vous réduisez les situations stressantes en intensité et en fréquence, ou vous travaillez sur votre personnalité. Donc ça, c'est le premier, j'allais dire, volet d'action que vous avez. Le deuxième volet d'action, c'est celui dont on va s'occuper aujourd'hui, c'est le volet mécanique, posture, activité, durée. Posture est un terme piège dont vous devez vous méfier. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 postures de base. Vous pouvez être assis, debout, couché, à 4 pattes, à genoux. Ouais. Et donc, beaucoup d'entre nous sont assis au moment où on parle, mais il n'y en a pas 2 d'entre nous qui sont assis exactement de la même façon. Posture, ça veut dire les deux. Ce n'est pas seulement être assis, c'est comment je suis assis. C'est-à-dire que quand je vous dis que je vais regarder votre posture, je vais mesurer, si vous voulez, chaque longueur de muscle et chaque articulation. Donc, je vais regarder si vous êtes assis comme ça ou avec le coude à 90 degrés, par exemple. Une fois que j'ai caractérisé ça, je vais vous enlever la peau, d'accord? Et je vais regarder si votre coude, il est comme ça ou s'il est comme ça. C'est-à-dire que je vais regarder à combien il y a de tension dans vos tissus. Cette tension, elle est liée, outre le stress, à 3 choses. Est-ce que vous portez du poids? Est-ce qu'il y a des chocs ou des vibrations? Est-ce qu'il fait froid? Et puis, une fois que j'ai regardé la forme de votre corps et la tension à l'intérieur des tissus, je regarde pendant combien de temps vous imposez ça à vos tissus. Combien de temps depuis que vous êtes né, mais aussi combien de temps ce mois-ci, cette semaine, aujourd'hui ou depuis la dernière pause. La règle en mécanique, c'est que vous n'avez le droit de prendre qu'un seul risque à la fois. Vous avez le droit de croiser les jambes, ce n'est pas un problème. Tant que ça ne dure pas longtemps et que ce n'est pas pendant que vous portez un piano. Vous avez le droit de porter un piano, mais seulement dans une super posture et seulement si ça dure une demi-seconde grand max. Ouais. Ce qu'on a en matière de travail sur écran, c'est que vous voyez, l'activité, ça ne compte pas, puisque votre écran, il n'est ni lourd, ni froid, ni vibrant.
Donc, au final, et dans le contexte où j'enlève le stress puisque je fais de la mécanique, il me reste posture et durée. L'effet du télétravail, c'est d'aggraver ces deux facteurs-là. Pourquoi? Parce que ma posture, elle est souvent pire à la maison qu'au bureau, premièrement. Et deuxièmement, parce que les durées sont plus prolongées, il y a moins de pauses, etc. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens travaillent sur ce qui était leur temps de déplacement, parce qu'on ne va plus prendre le café à la machine avec le collègue, on va vite se tirer un café et on revient derrière son écran pour un autre Zoom, etc. etc., etc. D'accord? Et donc, c'est un petit peu le sujet de ce webinaire, c'est comment est-ce que je peux mieux maîtriser la posture d'une part, la durée d'autre part. Au début de mes explications, les choses étaient simples, c'était ferme le robinet, tire sur la paille. Ça, c'est facile. D'accord? Mais vous voyez, plus on creuse, plus on se rend compte que le robinet, c'est un truc complexe et encore, je n'ai pas commencé à parler de la paille. Donc, finalement, il y a des gens qui, observant ça, vous donnent des solutions très simples, du type le mouvement, c'est la santé, la bonne posture, c'est la suivante, il suffit de bouger et tu iras bien. Allez donner ce genre de conseils à votre femme de ménage pour voir sa tête. Dites-lui que si elle a mal au dos, c'est parce qu'elle ne bouge pas assez. Ouais. Vous voyez que ça ne tient pas la route, ce genre de conseils. Imaginez le type là, il fait 10 minutes d'une activité, 10 minutes de l'autre, 10 minutes de l'autre, 10 minutes de l'autre. Ouais. Son dos, à la fin de la journée, vous serez d'accord avec moi qu'il est en morceaux. Pourquoi? Parce que si je zoome dans le bas du dos, j'observe la combinaison interdite de posture pourrie, durée prolongée. Ouais. Et donc, vous voyez, il y a du macro-mouvement, on peut dire, mais si vous zoomez au bon endroit, vous voyez que ça ne bouge pas tant que ça. Donc, ce n'est pas vrai que le mouvement suffit, il est nécessaire, mais il ne suffit pas. Il faut aussi parler, pas seulement de la quantité, mais de la qualité du mouvement. Bon, maintenant, il y a encore quand même une bonne nouvelle à vous donner, c'est que toutes ces activités-là sont en fait gouvernées par 3 règles, ce que j'ai appelé les 3 règles de la posture et qui forment, si vous voulez, le noyau dur de mon approche. Ces 3 règles de la posture, je les enseigne à tous les métiers, les pompiers, les ambulanciers, les crèches, les gens sur ordinateur, ce que vous voulez, même les musiciens. Et au final, si vous maîtrisez les 3 règles que je vais vous présenter maintenant, vous n'aurez jamais besoin de moi. D'accord? La règle 1A, observe que quand votre dos il est rond, c'est-à-dire avachi comme ça, il se passe 2 choses à la fois. La première chose qui se passe, c'est que vous voyez, vous mettez votre poids sur les disques intervertébraux et par conséquent, il se passe ça. Il y a un truc qui sort là, qui s'appelle une hernie discale. OK? Donc, c'est le premier effet du dos rond et avachi, c'est transfert du poids sur les disques, risque d'hernie discale. La deuxième chose qui se passe, regardez ma nuque et mes épaules, c'est que si je m'avachis, j'ai la nuque et les épaules qui partent vers l'avant pour compenser le fait que mon milieu du dos est parti derrière. Et donc, ça va être source de tension dans la nuque et les épaules, tout ça. Donc, 1A, votre dos, il ne doit pas être rond et avachi. 1B, ouais, d'accord, mais est-ce que c'est mieux d'avoir le dos creux? Réponse, non. Parce que quand j'ai le dos creux comme ça, tous les muscles ici, là, dans le bas du dos, la zone qui est creuse, sont contractés. Et une contraction musculaire qui dure finit par faire mal. La deuxième raison pour laquelle ça ne joue pas, c'est que normalement, il y a un peu de place entre les vertèbres. Ce n'est pas des kilomètres, mais il y a un peu de place. Quand j'ai le dos creux, clac, il n'y a plus de place. Je pose cartilage sur cartilage, et donc, j'accélère l'usure du cartilage, l'usure naturelle du cartilage. Cette usure, elle s'appelle comment? Elle s'appelle arthrose. Okay? Donc, dos creux, vous allez vous augmentez le risque d'une arthrose précoce et puis plus sévère que nécessaire. Troisième type de dos pourri, on va dire le dos tordu. D'accord? Tordu, ça veut dire 4 choses. Ça veut dire tordu par le bas, je me tiens sur une jambe, typiquement. Tordu par le milieu, j'ai un gros portefeuille dans la poche arrière où je croise mes jambes. Tordu par le haut, c'est je pose sur mon coude. Et puis, il reste ensuite tordu au sens de la rotation. Ce que je fais à l'heure actuelle. J'ai ma caméra là, mon écran là. Mais ce serait pareil si j'avais un double écran. Tordu, c'est l'image clinique de la scoliose. Et vous voyez sur les rayons X là à gauche de la colonne vertébrale, ce qu'on avait déjà décrit en termes de dos creux, contraction musculaire, pression sur le cartilage. Donc un dos tordu, on peut l'assimiler à un dos creux asymétrique. L'autre chose avec le dos tordu, c'est que les torsions répétitives vont user l'extérieur du disque, ce qui s'appelle discopathie. Puis si l'extérieur est faiblard, l'intérieur va sortir plus facilement, donc on augmente à nouveau le risque d'hernie discale. Donc, règle 1 au total, ABC, vous dit pour tout ce qui est prolongé, fréquent, dangereux, le dos devrait être ni rond et compressé, c'est-à-dire pas avachi, pas creux, pas tordu. La question à $1 million, c'est OK, mais il reste quoi? Elle coûte $1 million cette question parce que personne ne répond juste.
Quand je pose la question, les gens me disent « Ah, bah, il reste, tiens-toi droit, dos droit, assieds-toi droit. » Précisément non. Précisément non, parce que quand vous pensez « tiens-toi droit », vous faites ça. Et ça, c'est creux. Dans toutes les langues, l'idée du dos droit est connectée à une posture dos creux. Et ça, vous ne voulez pas. Donc, en fait, le concept qu'on va introduire, c'est un concept qui, géométriquement, se discute, mais qui, psychologiquement, didactiquement, vous emmène dans la bonne direction. C'est le concept du dos plat. Regarde. Là, j'ai le dos creux. Là, j'ai le dos rond. Entre les deux, j'ai le dos plat. Mais là, j'ai toujours le dos plat. D'accord? Donc, plat ne veut pas du tout dire statique. Il veut juste dire que je contrôle la courbure du bassin à la nuque. Ça, c'est règle 1. Je vais donc vous apprendre à vous asseoir avec le dos plat. Règle 2. La règle 2 dit que vous n'aurez jamais de problème si vous avez la nuque trop relaxe. Ça n'existe pas. Est-ce que vous pouvez juste... c'est bon, je l'ai fait. La deuxième règle dit que vous n'aurez jamais de problème si la nuque est trop relaxe. Pourquoi? Parce que la nuque, c'est un centre logistique. Il y a plein de tuyaux là-dedans. Et donc, si vous cherchez à... Enfin, je vais dire, si vous avez la nuque contractée, c'est comme si vous essayez d'arroser votre jardin avec le pied sur le tuyau. Ça ne marche pas. Ouais. Donc, tout ce qu'on va faire, on va le faire avec l'obsession de garder votre nuque détendue. Règle 3, comment on fait tout ça? Comme on construit une maison. Dans la mesure où on vit dans un monde où il y a la gravité, on est obligé de construire de bas en haut, c'est-à-dire de mettre en place des fondations et de grimper un étage après l'autre. Voici donc les 3 règles de la posture qui s'appliquent à toutes vos activités, et à celles de vos enfants, et à celles de vos conjoints, et à celles de vos conjointes, et tout le monde. D'accord? On va les appliquer au télétravail, mais avant de construire notre poste de télétravail, qui est les 6 étapes-là, on va passer par une étape 0, qui est l'étape de comprendre ce que c'est qu'être bien assis. Comprendre ce que c'est qu'être bien assis, pardon, le titre devrait être en français, en soi, ça prend déjà 20 minutes. Donc, je vais éteindre ma caméra et juste vous montrer enlever le partage, pardon, et juste vous montrer 3 éléments essentiels de ce que c'est qu'être bien assis. Il faut juste que je retrouve les contrôles. OK. Donc, faisons ça ensemble. Vous mettez sur votre chaise, loin du dossier, et j'aimerais que vous mettiez vos pieds loin devant vous, sous le bureau. Si les pieds sont loin devant vous, vous allez voir que votre dos, il a envie de s'avachir. Pourquoi? Parce que s'il y a du poids qui va devant, il y a du poids qui va derrière. D'accord? Donc, pied devant, dos rond, hernie. Faisons maintenant le contraire. On va mettre les pieds sous la chaise. Et là, vous voyez que vous avez le dos qui a tendance à creuser. OK? Donc, l'élément numéro 1 que je voudrais relever, c'est que les talons doivent être sous les genoux. Élément numéro 2, on saute aux genoux. Je vais vous demander, regardez ce qui se passe si je suis assis trop haut. Si je suis assis trop haut, je n'ai pas les pieds par terre. Et donc, je vais avoir tendance à revenir sur l'avant de la chaise. Et là, il n'y a plus rien qui m'empêche de m'avachir. Ça, c'est ce qui se passe quand vous êtes assis trop haut. Ce que vous pouvez tous faire, c'est simuler ce qui se passe quand vous êtes assis trop bas. Vous levez un genou, sentez ce qui se passe dans votre hanche. Vous avez énormément de contraction dans la hanche, de pression dans la hanche, pardon. Et le cerveau va vouloir réouvrir dans le bassin en faisant ça. Dos rond, violation de la règle 1. Donc, la bonne hauteur d'assise, c'est quoi? C'est je démarre trop haut au fond de la siège et je descends progressivement jusqu'à ce que mes talons soient fermement par terre. Troisième élément que je souhaite relever, je vais parler du bassin. Le bassin, vous voyez, pour comprendre ce qu'il fait, on va suivre ce qui se passe là, sous les os des fesses. Donc, on va s'asseoir sur les mains, paume vers le plafond, pour sentir les os des fesses. Si vous vous avachissez, les os des fesses passent devant vous. Et vous pouvez sentir les pointes des vertèbres dans le bas du dos. Si maintenant vous roulez sur votre bassin, pile au moment où vous arrivez sur les os des fesses, vous voyez que les pointes des vertèbres viennent de disparaître. C'est-à-dire que le relief disparaît. Ouais. Et ce relief qui disparaît, c'est pour ça que je parle d'un dos plat. C'est qu'il n'y a plus de relief. D'accord? Et ensuite, quand je vais trop loin, les os des fesses passent derrière moi et j'ai le dos creux. Il suffit que je revienne sur les ischions, là où le relief aimerait réapparaître, juste avant qu'il réapparaisse, et j'ai le dos plat. Donc, être dos plat, c'est être sur les ischions. Mais c'est aussi être de façon symétrique sur les 2 ischions. Sinon, je tords le dos. Et troisième point, rester dos plat, c'est quoi? Ce qui va se passer d'ici 2-3 minutes,
c'est que mon dos va vouloir partir comme ça, c'est-à-dire mon bassin va tourner. Pour empêcher ça, ce n'est pas compliqué, il faut mettre un truc solide derrière ma ceinture. Ce truc solide, c'est ce qu'on appelle un support lombaire. Vous voyez que c'est un nom stupide, ça ne devrait pas s'appeler support lombaire, ça devrait s'appeler support pelvien. Hein, c'est un support de bassin, pas de dos. Et donc là, je vais être assis, dos plat, de façon durable. On va voir ce que ça veut dire durable. Mais avant ça, je repartage mon écran. Tac, et on est reparti sur la présentation. Ce que je vous ai donc dit, c'est que les talons devaient être sous les genoux, que la bonne hauteur d'assise, c'est quand je démarre de trop haut, et que je m'arrête pile au moment où les talons sont fermement par terre, et que être bien assis, c'est être sur les ischions de façon symétrique contre le support lombaire. Ben, voyons comment tout ça s'applique pour un poste de télétravail. La première chose qu'on va faire quand on se balade dans la maison, c'est choisir notre siège. By the way, là, j'ai fait une vidéo pour régler votre chaise au bureau. Si vous en avez besoin, vous aurez les slides, je les mettrai en ligne sur mon site. Et donc, vous aurez le lien vers la vidéo aussi. Donc, je disais, on va se balader dans la maison et chercher un siège. Vous allez exclure tous les sièges qui répondent à l'un de ces 4 critères. Trop bas, trop profond, trop dur, pas de dossier. Trop bas, bah, on a vu, ça fait beaucoup de pression dans la hanche. Donc, le canapé exit. Trop profond, bah, il ne peut pas tenir votre ceinture s'il est trop profond. Re-exit le canapé. Trop dur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas tenir 8 heures sur les ischions sur un siège en pierre ou en métal. No way. Donc, il va falloir choisir un siège qui est souple ou assouplir un siège existant. Et pas de support lombaire. Pensez aux chaises de cuisine, vous savez, qui ont juste un cadre et un grand trou au milieu. Qui c'est qui tient votre bassin? D'accord? Donc, au final, le canapé, il dégage. Et puis, le tabouret de barre, c'est un petit peu subtil. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai les pieds sous les cuisses ou sous les fesses, ma ceinture avance. C'est-à-dire qu'elle s'éloigne du dossier. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de support lombaire. Donc, au final, ce qui vous reste, c'est quelque chose qui ressemble à une chaise de cuisine. Elle n'est pas parfaite, mais on peut faire du tuning de chaise. Et ça, c'est le sujet de l'étape 2. Donc, je prends une chaise de cuisine. Celle-ci qui n'est pas parfaite, mais que je vais pouvoir améliorer. Vous savez, elle est trop dure là, donc je vais me casser les ischions. Donc, pour limiter la casse, je vais prendre un coussin, je vais le mettre sous mes fesses. Sauf que ce coussin-là, il glisse. Donc, il viole la règle 1. Par contre, je peux utiliser un petit morceau d'antidérapant comme ça. D'accord? C'est le truc que vous trouvez à la Coop Brico Loisirs, au Bauhaus, au Castorama, tout ça, pour empêcher les tapis de glisser. Vous le mettez sur le siège, un coussin dessus. Et là, votre coussin, il ne glissera plus. D'accord? Ceci dit, on ne peut pas encore dire que votre bassin il est stabilisé. Oui, mon bassin, il peut encore tomber comme ça. Et c'est là qu'intervient votre premier investissement dans le cadre du télétravail. Votre premier investissement, c'est un coussin lombaire. Ouais. Ce coussin lombaire que vous trouvez sur mon site, je l'ai fait faire pour qu'il ait 2 bandes élastiques et un fond antidérapant. Comme ça, il est stable quand je me lève. Et vous voyez que s'il est derrière ma ceinture, ma chaise, elle n'est pas réglable, donc on ne peut pas vraiment dire qu'elle est ergonomique, mais elle est confortable. Ouais. Donc voilà comment j'ai fait du tuning de chaise de cuisine pour arriver à un siège qui me permet de respecter la règle 1. Maintenant, on va passer à la règle 2, qui est protéger votre nuque. La nuque, vous pouvez l'abîmer d'abord parce que vous faites avec les mains. La nuque va être abîmée si vous travaillez trop haut, par exemple. Donc, si je ne veux pas travailler trop haut, ben, mon clavier il doit être finalement pile à la hauteur de mes coudes. C'est-à-dire mon bureau doit être pile à la hauteur de mes coudes. La hauteur des coudes, pour 90% d'entre nous, c'est entre 68 et 76 cm. Allez mesurer votre table de cuisine ou de salon, vous arriverez quelque part entre 75 et 85 cm. Donc, une table de salon, c'est trop haut pour la plupart d'entre nous. Donc, il va falloir relever vos coudes. Mais pas comme ça viole la règle 2. Il va falloir relever vos coudes en relevant vos fesses. Pour ça, soit vous avez une chaise de bureau et c'est la fête, vous relevez le vérin, soit vous prenez des extensions de pied pour la chaise, vous relevez la chaise, soit vous mettez des bouquins sous le coussin, d'accord, en les stabilisant avec du scotch ou je ne sais pas quoi. Mais d'une façon ou de l'autre, si c'est les fesses que vous rehaussez, ben, il va falloir faire quelque chose parce que vous aurez perdu le sol. Rehausser le sol, ça s'appelle mettre un repose-pied.
Un bon repose-pied, c'est comme le sol. C'est grand, c'est plat, c'est horizontal. D'accord? Ça, c'était mon repose-pied avant. Pourquoi avant? Parce que sur ce bureau Ikea qui est à 74 cm alors que j'ai besoin de 70, j'ai choisi la 4e solution qui est de lui couper les pieds. Ça veut dire qu'il est ajustable, mais une fois seulement. Ouais. Deuxième dimension, une fois que j'ai compris cette histoire de hauteur, c'est la question de à quelle distance je vais chercher mon clavier. Regardez, mes coudes ils sont relax ici quand ils sont le long de mon corps. Donc le clavier, la distance idéale, c'est la longueur de mes avant-bras. Donc si le clavier est au bord de mon bureau, moi, j'ai 2 points entre mon nombril et mon bureau. Ça dépend ensuite chacun de la forme de son ventre. D'accord? Certains vont me dire, ouais, mais Olivier, c'est la même chose si je mets le clavier loin devant et puis je m'avance. Non, ce n'est pas la même chose, très cher. Pourquoi? Parce que dans 2 minutes, dès que j'ai le dos tourné, vous serez en appui sur vos bras, c'est-à-dire en train de porter votre poids sur la nuque, c'est-à-dire en train de violer la règle 2. Donc, mon conseil, il est garder le clavier au bord du bureau et comme ça, vous ne pouvez pas porter votre buste sur vos avant-bras. Donc ça, c'est en très court ce que je peux faire pour limiter la charge liée à ce que je fais avec mes mains. Maintenant, la charge sur la nuque peut aussi venir de ce que je fais avec mes yeux. D'accord? Je peux regarder trop haut ou trop bas. Pour ne pas regarder trop haut, je veux que le haut de l'écran soit une dizaine de degrés sous la ligne de mes yeux. Mais pour ne pas regarder trop bas, je ne veux pas que la nuque fléchisse plus que 20 degrés. C'est-à-dire téléphone portable, smartphone, tablette, ordinateur portable. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça? Ça a comme conséquence que sur un ordinateur portable, il faut absolument détacher le clavier de l'écran. Le lien qui est créé par la charnière du laptop ne correspond pas du tout à votre physiologie ou à votre morphologie. Et donc, ça veut dire que votre 2e et 3e investissement sont un clavier séparé et une souris séparée. Et de là, vous mettez l'écran là où c'est confortable, c'est-à-dire haut de l'écran, 10 degrés sous le niveau de vos yeux. Soit vous faites comme ce que j'ai fait dans le placard de ma femme là, un bricolage avec quelque chose qui empêche le laptop de glisser vers l'avant, la règle bleue, soit vous le mettez sur quelques bouquins. L'autre solution, c'est effectivement d'avoir un écran externe comme ce que j'ai là. Mais j'allais dire, c'est un budget supplémentaire. Ce n'est pas un investissement nécessaire, c'est un investissement de confort. Voilà pour les étapes biomécaniques qui touchent à la posture. Vous vous souvenez, l'autre risque, c'était la question de la durée. Alors, regardons ce qu'on peut faire avec la durée. En fait, ce que j'ai fait là, dans ce qui s'appelle en construisant ce qui s'appelle la posture du singe, ou ce que j'appelle la posture du singe, c'est que j'ai créé une posture qui distribue votre poids sur vos tissus. J'essaye de ne pas exploser vos disques, j'essaye de ne pas exploser vos cartilages, j'essaye d'en donner un petit peu à chacun pour que tout le monde reste dans sa zone de confort. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous pouvez tenir l'éternité comme ça? Ben non. Ça veut dire que vous pouvez tenir maximum une demi-heure comme ça. Et là, le conseil que j'aimerais pas vous donner, c'est pense à te lever. Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que vous pensez déjà à votre boulot. Vous ne pouvez pas penser à 2 trucs à la fois, impossible. Donc, le conseil alternatif que j'aimerais vous donner, c'est prenez l'habitude d'identifier tout ce que vous faites assis par habitude plus que par nécessité. Vous voulez un exemple? Ce Zoom-là. Ce Zoom-là, vous n'avez aucune excuse pour être sur votre chaise, si je peux dire. Il n'y a pas besoin. Quand vous regardez l'écran, vous pouvez le regarder debout. Et beaucoup d'autres Zooms sont comme ça aussi, ainsi que les coups de fil, ainsi que prendre le café, ainsi que causer à vos enfants et vos conjoints, etc., etc., etc. Donc, identifiez ce que vous pourriez faire debout sans casser votre productivité et prenez l'habitude d'associer ces activités-là à la posture debout. Et ça fait que vous ne serez jamais assis trop longtemps. Toutes les heures, il faudra faire un exercice de relaxation pour le haut du corps qu'on va voir à la fin dans quelques minutes. Ces durées-là, 25-30 minutes et puis toutes les heures, c'est des durées quand votre posture elle est optimisée, quand c'est la posture du singe. Si vous êtes sur un laptop tout nu, c'est-à-dire sans clavier, sans souris, vous divisez tout par 3. Donc, ça veut dire que vous vous levez toutes les 10 minutes et que vous faites une pause de relaxation tous les 20 minutes. Sur vos ordinateurs privés notamment, vous avez 2 petits freeware ici qui permettent de surveiller l'activité du clavier et de la souris et de vous rappeler de prendre des pauses quand vous n'en faites pas naturellement. Donc, voilà pour cette étape d'organisation du temps de travail. Ensuite se pose la question de l'organisation du temps de travail à l'intérieur du reste de la journée. Et là, j'aime bien citer l'ancienne recommandation de l'OMS qui est une demi-heure d'activité physique par jour.
Pourquoi l'ancienne? Parce que la nouvelle, c'est 2h30 par semaine. Et ça, c'est bidon. Vous n'avez pas envie d'être statique jusqu'au dimanche midi et de faire un marathon le dimanche après-midi. C'est idiot. Vous voulez faire une demi-heure de sport un petit peu tous les jours. Pour faire du sport un petit peu tous les jours, je crois qu'il y a 2 éléments clés dont on parle un peu pas assez. C'est 1, il faut trouver quelque chose qui vous fait plaisir. Et 2, il faut trouver quelque chose à logistique minimale. C'est-à-dire, j'ai rien contre le foot, mais s'il vous faut 10 potes, une autre équipe et un terrain de foot pour faire de l'activité physique, il n'y a aucune chance que vous fassiez ça tous les jours. Oui. Donc, si vous voulez, le vélo d'appartement, la corde à sauter, les balades en forêt, moi je danse avec mon bébé là, qui fait 7 kilos maintenant, ça me fait ma muscule, vous voyez. Donc, essayez de trouver des choses comme ça qui vous font plaisir et qui sont facilement intégrables dans votre quotidien. Voilà pour l'étape 6. J'en viens à ma conclusion parce que je veux vraiment laisser suffisamment de temps pour les questions-réponses. Ma conclusion, elle est en 2 temps. La première chose, c'est que j'ai un YouTube qui est assez actif. Je publie 2-3 fois par semaine dessus. Donc, si ce genre de choses vous intéresse, vous trouverez plein d'informations sur YouTube. Par ailleurs, c'est le canal que j'utilise pour répondre de façon publique aux gens qui ont des questions qui, à mon sens, sont intéressantes pour la communauté. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et puis, si c'est pertinent pour tout le monde, je ferai une vidéo sur le sujet. Par rapport à ce webinaire en particulier, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que les problèmes d'accumulation de troubles musculo-squelettiques, par définition, ils sont privés tant que professionnels. Je suis assis au boulot, je suis assis à la maison, en voiture, devant la télé, à la cuisine. Et donc, finalement, on parle beaucoup de changer vos habitudes. Vous connaissez un seul truc plus embêtant que de changer vos habitudes, vous? Il n'y a pas beaucoup. Et donc, si vous voulez, la seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est de faire que la pilule soit plus facile à passer. Finalement, la meilleure méthode pour changer ses habitudes, c'est de se fixer un seul objectif à la fois. Dans les slides qui sont passés, vous avez peut-être trouvé quelque chose qui était pertinent pour vous. Mais sinon, il y a un objectif qui est assez universel, qui pourrait aider tout le monde. Et c'est si maintenant, à chaque fois que vous êtes assis, vous pensez à être sur les ischions, contre le support lombaire, je vous promets que vous allez très rapidement voir beaucoup de choses évoluer. Donc, si de cette demi-heure, vous ne voulez retenir qu'une seule chose, essayez de retenir ce triangle et ces 2 flèches. Et ça vous changera déjà pas mal la vie. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire cet exercice de relaxation ici. Vous aurez le PDF, donc vous aurez le lien. Pour ceux qui ont le bouquin, c'est la semaine 8 du livre. J'arrête le partage de connexion et puis on y va. Il faut juste que je trouve comment… Ah, mon Dieu, là. Tac. Et puis, comme ça, je vous montre l'exercice. On va faire l'exercice debout. Donc, si vous voulez vous lever. Puis, pour relaxer son corps, encore faut-il être bien debout. On va faire bien debout en 3 étapes. Étape numéro 1, les pieds. Je vais vous demander d'être avec les mains sur votre ceinture, pieds parallèles. Et puis, de mettre vos pieds vers l'extérieur, un peu comme un cow-boy, comme Charlie Chaplin. Comme ça, pied en canard. Vous voyez qu'au moment où vos pieds sont en canard, tac, vous avez le bassin qui part devant, dos creux, donc c'est pas bien. Donc, pour éviter ça, on va bien garder les pieds parallèles. Deuxième niveau, les genoux. Vous voyez, je suis en train d'appliquer la règle 3. Vous débloquez un petit peu vos genoux, mettez la main dans le bas du dos, puis vous verrouillez vos genoux. Vous voyez, quand vous verrouillez vos genoux, votre dos creuse. D'accord? Comme votre dos creuse, on n'a pas envie de ça non plus, donc vous allez garder vos genoux souples. Troisième chose, beaucoup de gens ont le bassin trop devant eux. Le repère, c'est facile. Quand vous faites le pingouin, si vous tapez les cuisses, c'est que vous avez le bassin trop devant. Pas le pingouin de mauvaise foi, le pingouin de bonne foi. OK? Donc, ce que vous allez faire, c'est reculer le bassin jusqu'à ce que vous puissiez croiser les bras devant les hanches. Et là, le bassin, il est à sa place. Vous êtes prêt à vous relaxer. OK? L'étape 1, c'est les poignets. Regardez, je fais flexion, extension de mes poignets, comme ça. Un mouvement lâche, comme si le vent bougeait vos bras, dit ma mentor. Ouais? Ensuite, vous jetez vos pouces. On monte, on passe au coude, et passer au coude, c'est se taper poitrine et omoplate, gentiment, sans tension. Puis on monte encore, on passe aux épaules, ça veut dire qu'on se tape les fesses, de façon très lâche, il faut vraiment entendre flap-flap à ce stade. Puis en montant encore, on va actionner les cervicales, c'est-à-dire que vous allez regarder à gauche, à droite, mais plutôt vers le sol, pour ne pas creuser la nuque. Puis, vous allez activer toute la colonne vertébrale, c'est-à-dire regarder loin derrière à gauche et loin derrière à droite. Faites attention à bien tirer le bassin derrière vous à ce stade. Vous ne voulez pas que le bas du dos soit creux.
Et de là, vous allez fléchir le menton et le garder entre les clavicules pendant que vous descendez progressivement en continuant à vous enrouler autour de vos jambes. Donc, faites toujours les rotations, mais descendez petit à petit. Pas besoin de descendre trop bas. Les mains aux genoux, c'est suffisant. Puis vous remontez. Là, vous venez de travailler sur chaque vertèbre l'une après l'autre. Ça vous a pris 40 secondes. Il y a une version de 10 secondes qui est la suivante. Allons-y. Pendant 5 secondes, vous allez secouer les clavicules. Et pendant 5 secondes, vous allez faire la spirale. L'avantage de cette version-là, c'est que 5 secondes plus 5 secondes, ça fait 10 secondes. Si vous prenez 10 secondes, mettons toutes les 20 minutes, ça vous prend 30 secondes par heure, soit 4 minutes par jour. On a tous 4 minutes par jour. D'autant que si vous voulez, ça c'est extrêmement efficace parce que la tension musculaire, c'est comme une exponentielle. Si vous essayez de la rattraper quand elle est là-haut, Dieu vous garde. D'accord? Si par contre vous réussissez à la casser suffisamment fréquemment, elle n'aura jamais le temps de monter et là, on peut vraiment parler de prévention. Donc l'intérêt d'avoir une routine de 10 secondes, c'est de vous donner la possibilité à chaque interruption de votre travail de relaxer les tissus et ce faisant, de protéger votre santé. Voilà pour ma part. Maintenant, je suis à votre disposition pour les questions-réponses. Ça peut se faire soit par le chat, soit en débloquant vos micros. À vous, mes amis. Sérieux, pas de questions? Bonjour. Bonjour. On commence par VDR, ensuite Carole. Ok. Alors, VDR, c'est moi, Virginie. Merci beaucoup pour vos explications. C'est super facile à comprendre avec les petits dessins. Plus de vous voir bouger, on comprend bien ce qui se passe. Alors, moi, une petite question. Quand vous dites il faut faire un petit peu assis, un petit peu debout, c'est combien de temps assis, combien de temps debout, par exemple? C'est une bonne question. Moi, je travailler debout. Ouais. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'excès de posture debout n'est pas mieux que l'excès de posture assise. C'est ce qu'on a chez les vendeurs ou les vendeuses, chez les coiffeurs, les coiffeuses, les sécuritas, etc. Trop debout fait mal au bas du dos, aux hanches, aux genoux, et puis il y a un risque cardiovasculaire qui est plus élevé. Donc, c'est vrai qu'on cherche un mix entre les deux, et le mix idéal, c'est 50-50 sur la durée totale de la journée. Maintenant, comment est-ce qu'on répartit, enfin, entre... Ouais, il y a certains qui vous disent 50-50, il y a certains qui vous disent 2 tiers assis, 1 tiers debout, comme vous voulez, quelque part dans ces eaux-là. En termes de à quelle fréquence il faut que j'alterne, ce que les académiciens vous disent, c'est puisque tu ne peux pas être plus que 25 minutes assis parce que ça compresse le bas du dos, ben les académiciens vous disent fais 20 minutes assis, un quart d'heure debout, 20 minutes assis et 5 minutes tu vas prendre un café ou autre chose. D'accord. Mais bon courage pour lever votre bureau comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en jouant téléphone debout, machin, etc., vous allez arriver plus ou moins à ça. Oui. Non, après, debout, moi, j'ai une table haute dans ma salle à manger ou cuisine, donc je peux travailler debout. Par contre, la deuxième question, du coup, c'est est-ce que quand je suis debout, je dois également avoir les coudes le long du corps et du coup, mon clavier sur le bord de la table et la même position que si j'étais assise, mais debout, on va dire. Exactement ça, regardez. Avec ma jambe gauche, je suis assis, avec ma jambe droite, je suis debout. Mais au-dessus de mes hanches, rien n'a changé. J'ai juste rajouté une longueur de cuisse à mon corps, on va dire. Il y a une chose qui peut être super utile pour vous de savoir quand vous êtes debout. C'est que vous voyez, quand je suis debout statique, je vais vite avoir tendance à partir sur une jambe. Ouais. Okay. Il y a une technique qui est hyper utile qu'on enseigne aux militaires aux Pays-Bas, là où je vivais avant. C'est que quand vous êtes debout, au lieu d'avoir vos 2 pieds alignés comme ça et puis de finir comme ça, mettez un pied une dizaine de centimètres devant l'autre et puis vous faites le pendule d'avant en arrière. Et en créant un mouvement d'avant en arrière, vous vous empêchez de partir sur le côté. Donc vous voyez, je suis tout le temps sur un pied et demi, puis je peux jouer avec mes genoux, je peux changer de pied, etc. etc. J'ai fait le test à l'aéroport comme ça. Je tiens 5 minutes avant de partir là. En jouant comme ça, je tiens jusqu'à 50 minutes, soit 10 fois plus longtemps. Donc, c'est une technique qui est hyper utile si vous avez un bureau assis debout et que vous aimez bien l'utiliser. Ok, merci beaucoup. Un plaisir.
À vous, Carole? Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais que vous me montriez comment on doit tenir notre souris et à quel endroit sur le bureau, s'il vous plaît. Volontiers. Regardez. En fait, le truc, il est de comprendre que vos coudes, votre nuque, pardon, elle est relaxe quand les bras sont là. Et vous avez une marge de manœuvre qui est de l'ordre de 20 degrés sur le côté et 20 degrés sur l'avant. Ouais. C'est ce que vous pouvez sentir si vous faites ça, quoi. Ça c'est super relax. Par contre, dès que vous commencez à aller là, vous sentez qu'il y a un peu plus de tension. Ouais. Et bien donc, votre souris, elle est dans le prolongement de ça. 20 degrés devant ou 20 degrés sur le côté. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai un clavier compact ici. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'étais en train de voir. C'est ça. Mon clavier compact, me permet de garder la souris plus proche de la ligne de mon corps, finalement. Ouais. Mais ça, c'est parce que j'ai un métier où je n'ai pas besoin d'un pavé numérique. Si j'étais comptable, le pavé numérique, il est hyper important. Donc, vous voyez, des fois, c'est un petit peu un entre-deux. Et c'est pour ça que mon conseil, il est de dire, plus vous maîtrisez les raccourcis clavier, moins vous êtes embêté avec la souris. OK. Ouais, ça fait sens? OK, oui, c'est tout à fait. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Quelqu'un d'autre? Ah, on a une question sur le chat. Je souhaiterais acheter une chaise. Quelle marque vous conseillez? Ce sur quoi je suis assis et ceux qui sont mes partenaires, pour rien vous cacher, avec qui je bosse beaucoup, c'est la boîte qui s'appelle Kinnarps, qui est une boîte suédoise. Ils ne font pas des chaises super design, comme vous voyez, mais elles sont super fonctionnelles. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est, à ma connaissance, les meilleurs du marché. Ces gens-là, ils ont un showroom à Crissier et un autre à Genève. Et puis, les 3 modèles que vous pouvez essayer par ordre de prix, c'est Claro 5000, dossier mousse, plus 8. Quand vous allez les voir, vous pouvez tout à fait aller les voir de ma part, vous serez bien accueillis. Donc ça, c'est la première chaise, elle est aux alentours de 350 francs dans ces eaux-là. La plus 8, c'est la mienne, avec plein d'options inutiles comme appui-tête, etc. Elle frise les 900, 950. D'autres questions? Ah, la question sur les ballons. Il y a toujours la question sur les bureaux et sur les ballons qui vient. C'est vraiment un grand standard. Donc, les ballons. Si vous voulez, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est la règle 3, c'est que la stabilité des fondations est importante pour garantir la stabilité du bâtiment. Ouais. Les fondations de la colonne vertébrale, c'est le bassin. Donc, finalement, à quel point vous stabilisez le bassin va prédire à quel point vous protégez la colonne vertébrale. Du coup, question, est-ce que vous connaissez un seul truc plus instable qu'un ballon? Non. C'est-à-dire que comment il faut regarder le ballon? Il faut le regarder comme un truc qui crée l'instabilité, de sorte à vous permettre de vous entraîner à trouver la stabilité. Mais on ne s'entraîne pas 8 heures par jour et certainement pas en étant concentré sur autre chose. Donc, un ballon de gym, c'est fait pour faire de la gym, ce n'est pas fait pour bosser 8 heures par jour dessus. Vous voyez? Donc, mon conseil, il est de dire, si vous avez plein de place, ok, c'est très bien, mettez un ballon et puis vous pouvez faire un coup de fil de temps en temps, un zoom de temps en temps, mais ne l'utilisez pas comme un siège de travail. L'autre argument que je peux citer, qui s'applique au ballon et à plein d'autres sièges, c'est que vous voyez, votre poids, finalement, il a 2 composantes. Composante verticale, ok, ça, il va plus ou moins l'absorber, mais aussi composante horizontale, votre bassin qui recule. Cette composante horizontale ne peut être absorbée que par un support lombaire. Si je n'ai pas de support lombaire, cette composante horizontale, il n'y a personne qui l'absorbe. Par conséquent, elle reste sur mes tissus. Et puisqu'elle reste sur mes tissus, ça veut dire que le robinet il est plus grand ouvert. C'est-à-dire qu'il y a plus de charge sur mes tissus et donc ils vont s'user plus vite. Donc, si vous voulez, ballon, outil d'entraînement, mais pas outil de travail, quoi. Et le ballon sous la table comme repose-jambe de temps en temps. Tout dépend de ce qu'on appelle de temps en temps. Mais si vous voulez, il faut être conscient. Vous savez, c'était le premier point que j'avais fait sur la posture. Si vous avez les pieds loin devant, vous avez le dos qui a tendance à s'avachir. Donc, c'est ça le risque d'avoir le ballon comme un repose-pied loin devant. C'est que ça va être d'une part loin devant et d'autre part, comme il est assez grand, il va fermer la hanche. Et ça va vous faire 2 raisons de vous avachir. Donc, j'ai des sentiments très mitigés par rapport à ça. Si vraiment vous avez besoin d'un truc comme ça, j'ai le sentiment que ça veut surtout dire que vous êtes assise trop longtemps d'affilée et que ça vous ferait le plus grand bien de vous lever un peu plus souvent. D'autres questions?
Sérieux. Les chaises avec assise genou. Très bien. Les chaises avec l'assise genou, là, ce truc suédois, regardez, ça m'a valu plein d'ennemis, ça, sur YouTube, de dire ça. Le principe de ces chaises, c'est que vous allez mettre les pieds sous la chaise. Quand vous mettez les pieds sous la chaise, on a vu ça aussi, il se passe quoi? Vous creusez le dos. En fait, ces chaises-là, elles sont nées comment? Elles sont nées en observant que les gens au bureau souffraient de s'avachir, ça leur créait des hernies discales. Aussi, il faut absolument leur redresser le dos. Mais au lieu de régler ça au niveau du bassin, en donnant stabilité à votre bassin ici, ils ont résolu le problème en mettant vos pieds sous l'assise. Et le résultat des courses, c'est que votre bassin ne se retrouve pas au milieu sur les ischions, il se retrouve trop loin vers l'avant. Donc certes, vous n'avez plus de problème d'hernie discale, et encore, mais vous avez créé un problème d'arthrose et de tension musculaire. Donc au final, les chaises assises à genoux, pour moi, c'est un peu l'arnaque du siècle, quoi, très honnêtement, si je peux me permettre. Si le bureau est trop bas, très honnêtement, ce n'est pas un vrai problème. Vous savez pourquoi? Parce que vous mettez des cales dessous. Allez acheter des planches, des machins, des trucs comme ça. Un bureau, c'est très facile à remonter. On le cale et on le remonte. Ce qui est embêtant, c'est les bureaux trop hauts. Mais les bureaux trop bas, ce n'est pas un vrai problème. On le cale, on remonte. Désolé, il y a des bébés qui hurlent. D'autres questions? Non? Il y a une chose que je peux vous dire en attendant, du coup, c'est que je suis en train de créer une page pour vous qui sera ergo avec un h-conseil.ch/sphering.html. Et sur cette page-là, vous trouverez l'enregistrement des webinaires, vous trouverez aussi un questionnaire de satisfaction qui m'aide à faire progresser la formule. Donc, si vous pouvez prendre 3 minutes et le remplir, ça me rend vachement service. D'accord? C'est Nathalie qui va vous envoyer tout ça par retour de mail. Ça vient dès que j'ai fait les conversions de vidéos. Parfait. Merci. On a d'autres questions? Écoutez, si vous n'avez pas de questions… Moi, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai vu sur Internet, en dessous des tables, enfin des bureaux qui se montent, quand on est en position debout, certains avaient mis un tapis roulant pour faire du sport en même temps qu'ils travaillent. Est-ce que vous conseillez ça ou pas? Vous allez me trouver rabat-joie. Hein. Vous avez déjà essayé de taper un SMS en marchant? Mais c'est difficile, ouais. Je me doute. Hein, je me doute. Ça, c'est mon premier argument. Mon deuxième argument, c'est sérieux. Vous trouvez vraiment qu'on a besoin de cramer la planète pour un truc aussi naturel que marcher? Non, mais je veux dire, ma philosophie, si vous voulez, elle est que moins vous dépendez d'accessoires type mambo jumbo, les trucs inutiles et chers, plus vous serez libre. Si vous avez besoin d'un tapis de marche pour créer du mouvement dans votre vie, mais vous faites quoi le jour où vous faites faillite? Ça m'est arrivé, je vous promets, c'est pas drôle. Vous faites quoi le jour où votre employeur il vous en donne pas? Vous faites ça. Donc moi, ma vision, c'est de dire, oui, il faut marcher, c'est bien, mais est-ce que vous avez vraiment un tapis de marche pour marcher? Non, allez faire des réunions dans la rue avec vos collègues. Moi, je m'engueulais avec mes collègues dans la rue en marchant ou dans la forêt. Ça diffuse aussi les tensions et puis ça crée le mouvement. Par ailleurs, ces tapis-là, à mon sens, ils ont un inconvénient majeur. C'est qu'ils vous font croire que vous faites une pause alors que vous êtes toujours sur écran. Et donc, en fait, certes, vous donnez du mouvement dans le bas du dos, machin, tralala, mais à côté de ça, vous empêchez votre nuque et vos bras et vos épaules de faire une pause. Et donc, dans la nuque, le bras, les épaules, vous créez un désastre. C'est sûr. Aujourd'hui, notre problème, il est qu'on est trop sur écran. Et ce n'est pas mettre des tapis plus des écrans portables qui fait qu'on sera moins sur écran. C'est trouver des façons de travailler où on est productif en se libérant des écrans. Ok, moi je trouvais ça bizarre aussi, donc vous répondez bien à ma question. Ouais. Non, mais c'est ce que j'ai vu sur Internet, donc je trouvais ça bizarre. Mais… Non, mais il y a plein de trucs de mode, mais si vous voulez, grosso modo, il faut comprendre qu'il y a 2 paradigmes dans la prévention. Il y a le paradigme que je défends qui est travaillons sur le cerveau des gens, apprenons comment le corps fonctionne, donnons-leur des bonnes habitudes, etc. Et puis, mais ça, c'est difficile à scale, c'est pas facile d'enseigner ça à des millions de gens. À côté de ça, il y a le paradigme des fabricants de produits qui disent « moi, je vais créer un produit qui
même quand les gens n'utilisent pas leur cerveau, va être bon pour eux. La seule chose, c'est que ce paradigme-là, puisqu'il n'utilise pas le cerveau des gens, il l'amène à des approximations. Mais par contre, c'est vrai qu'il est beaucoup plus reproductible que ce que je fais. C'est pour ça que c'est complémentaire, on va dire, mais il y a quand même des idées qui sont meilleures que d'autres en termes de produits. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Que pensais-je des repose-poignets pour clavier et pour souris? En fait, c'est un petit peu la même chose que ce que je vous disais par rapport à ce posé-là. Mais ce qu'on peut observer, si vous voulez, c'est que, vous voyez, le bras, il est assez fantastique parce que si vous regardez le coude, il a pour vocation de déplacer votre main dans le plan horizontal, tandis que votre poignet a pour vocation de déplacer votre main dans le plan vertical. C'est-à-dire que les deux sont super complémentaires. Ouais. Et c'est important d'avoir cette complémentarité-là. Si j'ai un point fixe n'importe où de là à là, que ça soit mon bureau, que ça soit un repose-poignet, que ça soit ce que vous voulez, je condamne le coude à l'immobilité et donc mon poignet, au lieu de faire juste ce mouvement-là, va se mettre à faire des mouvements latéraux comme ça. Et ces mouvements latéraux ne sont pas du tout physiologiques et ils créent des problèmes de tendinite là dans le rectangle. Donc si vous voulez, le repose-poignet, il sert à quoi? Il sert à éviter que je casse les poignets. Donc il peut être utile s'il n'est pas plus haut que votre clavier pour vous permettre de faire ça au lieu de ça. Mais par contre, il ne faut pas se poser dessus et commencer à bouger les doigts sur le côté. Il faut garder la mobilité du coude. Donc, sur le repose-poignet, on flotte, on ne repose pas. On repose quand on ne bosse pas, quoi. Mais sinon, le reste du temps, on flotte. Sur le clavier, ce n'est pas trop difficile d'apprendre à faire ça. Sur la souris, j'observe que c'est beaucoup plus difficile. Les gens ont vraiment quand même tendance à être statiques et à bouger le poignet. C'est pour ça que, si vous voulez, l'avantage d'une souris verticale, c'est que vous frottez plutôt ça. Il n'y a pas le problème d'extension du poignet, ou moins en tout cas. Et donc, moi, je trouve que c'est quand même une bonne invention, celle-là. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas de repose-poignet sur mon bureau. C'est que j'en ai pas besoin pour flotter au-dessus et garder les poignets droits. Mais ce n'est pas interdit, quoi. C'est pas interdit. D'autres questions? Est-ce que vous recommandez l'utilisation des souris fixes? Vous savez, celle avec la petite boule par le pouce. Ouais, les trackballs. J'en ai un quelque part ici, là. Les choses comme ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que si pour X, Y, Z raison, vous n'avez pas envie de bouger l'épaule, ça va permettre de garder votre épaule à l'endroit optimum, on va dire, dans la position optimale. Par contre, il faut quand même déplacer le curseur de la souris. Et donc, si vous voulez, au lieu que le déplacement du curseur soit réparti entre mon coude et mon épaule et potentiellement un peu mon poignet, le déplacement du curseur va être concentré sur mon pouce et sur d'autres modèles sur les doigts. Les modèles qui ont plus une boule centrale, Kensington a ça. Et donc, si vous voulez, en soi, pourquoi pas si vous réussissez à vous y habituer. Mais je crois que il y a deux choses. D'une part, il faut prendre l'habitude de lancer la boule comme ça pour ne pas trop faire avec le pouce. D'autre part, si par ailleurs vous êtes quelqu'un, et ce n'est pas une bonne idée, mais ça arrive, qui fait énormément de SMS, de WhatsApp, de je ne sais pas quoi, qui donc le reste de sa vie utilise beaucoup son pouce, je ne vous recommande pas en plus d'utiliser votre pouce pour déplacer la souris. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu fonction de comment va votre épaule, d'à quel point vous utilisez votre souris et de comment va votre pouce. C'est un petit peu ça. Moi, j'ai du mal à l'utiliser, très honnêtement, parce que j'ai l'impression que le curseur, j'ai du mal à le stabiliser. Ça tremble un petit peu. Donc, ça va pour des actions assez grossières. Mais quand je fais mes montages vidéo, par exemple, j'ai besoin d'un peu de précision, je n'arrive pas à m'en tirer avec ce truc-là. Donc, j'allais dire, je trouve la souris verticale plus facile à adopter que le trackball. Ça répond à la question? Tout à fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Des conseils pour réduire les yeux lors d'une durée prolongée? Oui, il y en a. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fatigue des yeux, elle peut être due à plusieurs choses. La première chose à laquelle elle peut être due, c'est le fait que quand vous êtes concentré, pas seulement concentré sur écran, mais concentré de façon générale, vous ne clignez pas des yeux.
Et donc, ce qu'on observe chez les gens qui bossent sur ordinateur, c'est que la fréquence de clignement des yeux est réduite jusqu'à 10 fois. Et comme c'est cligner des yeux qui humidifie la cornée, les cornées, ça sèche beaucoup. Donc, si vous voulez, l'assèchement des cornées est intrinsèquement lié à votre concentration. Donc, la solution, elle n'est pas miraculeuse, elle est qu'il faut interrompre la concentration. C'est pour ça qu'il y a la règle des 20-20-20, qui est tous les 20 minutes, relaxe tes yeux pendant 20 secondes en regardant un 20 pieds, c'était grosso modo fait 10 mètres. D'accord? C'est-à-dire loin devant par la fenêtre. Ça, c'est le premier conseil, c'est vraiment le plus efficace, c'est qu'il faut donner un break à ses yeux. Deuxième chose, il faut se méfier de tout ce qui va être source d'accommodation répétée ou de réaccommodation répétée qui va être source de fatigue visuelle. J'entends par là les sources de lumière dans le champ visuel, soit la fenêtre en face de vous, soit vous ne le voyez pas ici, mais il y a une grosse source lumineuse à gauche pour que l'écran soit que la scène soit suffisamment éclairée. Ça fatigue les yeux parce que finalement, mes yeux passent de quelque chose de très lumineux à quelque chose de sombre, bureau noir, etc., etc. Donc, se méfier des sources lumineuses, des réflexions, des choses comme ça dans le champ visuel, fenêtre derrière, lampe derrière qui réfléchissent sur l'écran, idem, mauvaise idée. Et donc, finalement, la clé, c'est d'avoir un petit peu la fenêtre sur le côté, comme j'ai ici, et puis des sources lumineuses qui garantissent une luminosité un petit peu égale sur votre plan de travail. Troisième chose, c'est par rapport à la qualité de l'air. Quand vous travaillez dans une pièce qui a la clim, l'air extérieur est plus sec, donc il y a plus d'évaporation depuis la cornée. C'est pour ça qu'il faut aérer souvent pour éviter que l'air soit trop sec. Quatrième chose, c'est la hauteur de l'écran. C'est-à-dire que quand vous avez l'écran qui est trop haut, comme ça, par exemple, vous allez avoir les yeux qui sont grands ouverts. Et comme ils sont grands ouverts, il y a plus d'évaporation à partir de la cornée que quand je regarde un petit peu vers le bas. Quand je regarde un petit peu vers le bas, j'ai les paupières qui sont un petit peu fermées. Et comme les paupières sont un petit peu fermées, ça va réduire la surface de la cornée en contact avec l'air, donc l'évaporation. Donc, voilà un petit peu les quatre conseils que je peux vous donner en matière de fatigue. Mais si vous voulez, le problème principal, il est celui qui est dans votre question, c'est durée prolongée. La réponse, c'est interrompez la durée. Des casques audio-micro. Alors, la question d'Estelle, c'est que pensez-vous des casques audio-micro ont-ils un impact sur la posture? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une différence importante entre s'il y a un câble et s'il n'y a pas de câble. Tout ce qui a un câble va créer des micro-postures parce que le câble il est accroché, etc. Donc, dans ce cas-là, potentiellement, à l'inverse, quelque chose qui est sans fil, et là, je ne parle pas des problèmes thermiques de proximité, ça, j'y connais pas grand-chose. Je parle purement mécanique, donc évaluez en fonction de ce que vous pensez de ces problèmes de sans fil. Mais l'avantage du sans-fil, si vous voulez, c'est que typiquement, vous pouvez du coup faire votre zoom debout. Vous pouvez ci, vous pouvez ça. Donc, le casque aurait plutôt tendance à faciliter votre mobilité. Donc, en soi, moi, en tant qu'ergonome, je n'ai pas grand-chose contre les casques qui n'ont pas de fil. Mais encore une fois, il y a peut-être le paramètre des champs électromagnétiques à prendre en compte. D'autres questions? Non? Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous remercie beaucoup pour la participation. C'était super sympa. Et puis, vous trouverez tout ce qu'il y a sur mon site, sur la page que Nathalie vous envoie. Si vous avez le moindre pépin de compréhension, d'accès ou quoi, il y a mon mail sur le site, donc vous m'envoyez un petit mail. OK. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci.